Léonard était un maître du temps. Non pas qu'il le contrôlait, mais il en comprenait la délicate mécanique. C'était l'horloger le plus réputé de son quartier parisien pittoresque, sa petite boutique regorgeant de rouages et de ressorts complexes. Il traitait chaque pièce avec respect, car pour lui, elles étaient bien plus que de simples machines. Elles étaient les compteuses des secondes, des minutes et des heures. Un soir froid, un étranger entra dans la boutique de Léonard. C'était un vieil homme, le regard chargé du poids des années. Il offrit à Léonard une magnifique montre de poche ancienne, son boîtier en argent gravé d'étranges symboles. Le vieil homme parla peu, mais ses paroles étaient lourdes de sens. « Ce n'est pas une montre ordinaire, avertit-il, d'une voix rauque. Utilisez-la avec sagesse. » Intrigué, Léonard examina la montre. Sa fabrication ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais vu. Alors qu'il traçait les gravures du bout des doigts, la montre se mit à vibrer faiblement. Soudain, la boutique fut inondée d'une lumière aveuglante. Lorsque Léonard put voir à nouveau, il n'était plus dans sa boutique. L'air était saturé de l'odeur du sel et de la fumée, et devant lui s'étendait une ville portuaire animée. Il avait voyagé dans le temps. La montre de poche, réalisa-t-il, n'était pas seulement une gardienne du temps, mais une manipulatrice. Avec un mélange de peur et d'exaltation, Léonard savait qu'il tenait entre ses mains un pouvoir inimaginable. Les premiers voyages de Léonard furent prudents, de simples incursions dans le vaste océan du temps. Il visita la Renaissance, s'émerveillant devant les œuvres de Michel-Ange. Il assista à la signature de la Déclaration d'indépendance, le cœur battant à tout rompre à l'idée de voir l'histoire se dérouler sous ses yeux. Chaque voyage le remplissait d'émerveillement, mais aussi d'un malaise croissant. Il se retrouva de plus en plus attiré par la montre, chaque voyage étant plus audacieux que le précédent. Il dîna avec des empereurs romains, débattit de philosophie avec Socrate, et entrevit même une ville futuriste scintillant sous un ciel encombré de véhicules volants. Le passé et le futur étaient à sa portée, et à chaque saut dans le temps, son émerveillement initial commençait à se transformer en quelque chose de plus sombre. La montre vibrait d'un pouvoir enivrant, lui murmurant des tentations à l'oreille. Elle le tentait par l'attrait de pouvoir assister à des moments charnières, voire de les influencer. Mais au fond de lui, Léonard ne pouvait se défaire du sentiment qu'il jouait avec quelque chose de sacré. Les conséquences des actes de Léonard ne furent pas immédiatement apparentes, mais progressivement, subtilement, sa réalité commença à changer. Il se réveilla un matin pour découvrir que sa boulangerie préférée avait été remplacée par un magasin de chaussures. Le chien amical de son voisin ne le reconnaissait plus. Plus il voyageait dans le temps, plus son présent semblait se déliter. Un jour, le vieil homme réapparut dans l'atelier de Léonard. Il ne fut pas surpris de le voir. « Vous avez été imprudent, » dit le vieil homme, la voix grave. « Les fils du temps sont fragiles. Chaque voyage, chaque changement, aussi petit soit-il, crée des ondulations qui déforment la tapisserie de l'existence. » Léonard, le cœur lourd de culpabilité, défendit ses actions. Il parla des connaissances qu'il avait acquises, des merveilles dont il avait été témoin. Le vieil homme écouta patiemment, puis dit simplement: « Le temps n'est pas un terrain de jeu, mais un fleuve sacré. En modifier le cours, c'est risquer de noyer le monde que vous connaissez. » Léonard était déchiré. Il aspirait à poursuivre ses explorations, à percer les secrets du passé et du futur. Mais la peur dans les yeux du vieil homme, les changements inquiétants dans sa propre vie, pesaient lourdement sur sa conscience. Il réalisa avec une terrifiante clarté qu'il n'était plus seulement un témoin de l'histoire, mais un potentiel destructeur. Il savait ce qu'il devait faire. Les mains tremblantes, il fracassa la montre de poche antique sur son établi. L'air crépita d'énergie, et pendant un instant, il se sentit perdu, détaché du temps lui-même. Puis, le silence. Léonard retourna à sa vie, à son atelier, à son monde familier. Les choses n'étaient pas tout à fait les mêmes. Certains souvenirs restaient altérés, un rappel constant de sa transgression. Mais il avait appris une profonde leçon. Le temps, réalisa-t-il, ne lui appartenait pas.
Sa véritable beauté ne résidait pas dans la manipulation, mais dans l'appréciation, dans le fait de chérir chaque instant fugace. Il continua à réparer des montres, ses doigts se déplaçant avec la précision et le soin de quelqu'un qui avait regardé dans l'abîme du temps et était revenu. Il ne cherchait plus à contrôler les secondes et les minutes, mais à les honorer, à s'assurer que chaque tic-tac d'une horloge, chaque balancement d'un pendule, marquait un autre moment vécu pleinement.